Je pense qu'en 2026-2027, le dollar américain risque de chuter encore plus, probablement dès 2025. Il est passé de 9 à 10, mais la douleur continue. Les États-Unis gèrent trop de choses à la fois et veulent gagner la course à l'intelligence artificielle. Ensuite, ils tentent de recréer leur chaîne d'approvisionnement de zéro, et n'y parviennent qu'en réduisant les taux à court terme. Transférez tous vos emprunts sur des obligations à court terme, comme un mois, 3 mois ou un an, revient à injecter du liquide dans le système. N'oublions pas que depuis la guerre commerciale de Trump, une taxe douanière de 10 à 20% sur le commerce mondial avec les États-Unis chute. C'est préoccupant pour le dollar américain, surtout pour les prochaines années. Certainement, pendant le régime de Trump, je ne pense pas que quoi que ce soit va vraiment changer concernant la trajectoire du dollar. Récemment, un événement notable a eu lieu non sur YouTube ou Twitter, mais chez les décideurs politiques et l'élite financière. Lors d'une interview au South China Morning Post, l'ex-ministre singapourien George Yu a averti ouvertement. Le dollar américain pourrait s'effondrer sous une dette explosive, forçant les États-Unis à monétiser leurs obligations. Il a souligné que les banques centrales du monde entier se préparent déjà en achetant de l'or, en diversifiant leurs réserves et en réduisant discrètement leur exposition à la domination financière des États-Unis. Maintenant, pour nous aider à comprendre tout cela, j'ai invité l'un des meilleurs experts financiers du secteur, M. Sean Fu, pour nous aider à analyser la situation. L'essentiel sur la chute du dollar américain et son impact futur sur les marchés boursiers, obligataires et le système financier international. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons discuter de la surchauffe de l'industrie de l'intelligence artificielle, de la décision de l'Amérique de vendre des puces Nvidia à la Chine, ainsi que de la décision de l'Union européenne de geler et d'utiliser les réserves de devises étrangères russes. Et surtout, ce que l'effondrement du dollar américain signifie pour vous à l'avenir. Pour savoir ce que deviendra votre argent, cet épisode est pour vous. Commençons. À tous, nous sommes très heureux d'accueillir à nouveau dans le studio. Monsieur Sean Fu, c'est un expert en finance, spécialisé dans l'or, un grand expert du marché obligataire et du dollar américain. Et Sean, je veux te souhaiter la bienvenue à nouveau dans le studio. Ravi d'être ici. Cyrus Johnson, ça faisait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Sean, j'aime t'inviter dans l'émission car tu apportes beaucoup de connaissances au marché financier. Je veux dire, tu aides vraiment beaucoup de nos téléspectateurs ici qui sont des investisseurs actifs. Et tu sais, Sean, l'un des grands sujets pour 2025, surtout aux États-Unis, a été l'industrie de l'intelligence artificielle. Nous voyons des actions comme Nvidia très bien performer, mais l'engouement pour l'intelligence artificielle est fort sur le marché boursier. En réalité, vous avez alerté sur le marché obligataire et ses problèmes potentiels. Pouvez-vous développer ce point et partager votre avis, bien sûr? Si l'on regarde la course à l'intelligence artificielle, c'est essentiellement l'un des rares piliers d'avantage que les États-Unis possèdent encore dans la guerre économique avec la Chine, et en quelque sorte restaurer ou maintenir l'hégémonie dans le monde entier. Le problème du risque lié à l'intelligence artificielle, c'est que les États-Unis injectent trop de déficits et de dettes dans le système. Si l'on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière, il y a une entreprise appelée Oracle. Je pense qu'ils ont dépensé. Ils ont engagé plus de 300 milliards pour construire tous ces centres de données. Maintenant, ce qui s'est passé au début, c'est que les investisseurs étaient tous très enthousiastes à ce sujet. Et cela a fait monter le cours de l'action aux alentours de 350 milliards supplémentaires. Maintenant, c'est vraiment fou. Mais actuellement, un peu de raison revient sur le marché. Tout le monde voit que tu investis beaucoup et que ta trésorerie n'est pas réaliste. D'où viendra désormais le chiffre d'affaires ? Le cours de l'action a donc chuté de 50 depuis le sommet. Même avant qu'ils ne s'engagent auprès d'OpenAI pour construire tous ces centres de données maintenant. Cela est directement lié au marché obligataire américain, qui montre des signes de faiblesse en matière d'emprunt de dette pour financer les centres de données et soutenir la bulle de l'intelligence artificielle afin d'éviter son implosion. Nous allons comprendre qu'au final, tout repose sur l'offre et la demande. De nombreuses entités aux États-Unis empruntent désormais sans cesse pour pouvoir dépenser. Inutile de regarder les entreprises d'intelligence artificielle, le gouvernement américain, notamment le Trésor, suffit en exemple. Au dernier trimestre jusqu'en septembre, ils ont emprunté plus de 1000 milliards en seulement 3 mois. Maintenant, tout cela exerce une pression énorme sur le marché obligataire, et nous nous souvenons tous que la Réserve fédérale, ils viennent de baisser les taux, je suppose. Il y a environ 1 ou 2 semaines, ils ont effectué une baisse de taux de 25 points, et tout le monde s'attendait à ce que les rendements obligataires baissent de partout. Maintenant, évidemment, les rendements à court terme vont baisser, mais tout le monde s'attendait aussi à ce que les rendements à long terme baissent, maintenant. Cela n'arrive pas parce que les États-Unis empruntent tout simplement trop d'argent en ce moment. Nous arrivons à un point où de nombreuses industries traditionnelles, dont les industries lourdes et certains services internes, se vident.
afin de soutenir toute la course à l'intelligence artificielle, de soutenir la guerre des semi-conducteurs contre la Chine, d'essayer de faire passer l'intelligence artificielle américaine au niveau supérieur. Donc ce que je dis, c'est que les États-Unis font tout leur possible pour miser tous leurs jetons sur le noir. Et ils espèrent, vous savez, que la roulette tombera dessus. Parce que si ce n'est pas le cas, il y aura beaucoup de conséquences désagréables. Et non seulement avec la rupture du marché obligataire, on pourrait en fait voir une grande vague déflationniste frapper les États-Unis. Surtout quand tout le monde se rend compte que toutes ces dépenses ne donnent pas de résultats concrets. Oui, Sean, tu sais, on entend souvent ce terme d'économie circulaire aux États-Unis, mais à quoi fait-il vraiment référence? Tu sais, beaucoup de ce que tu as dit, c'est que tu as ces grandes entreprises qui s'engagent à investir des centaines de milliards de dollars. Mais essentiellement, tu sais, OpenAI travaille avec Oracle, qui travaille avec Nvidia, qui travaille avec Microsoft, qui travaille avec Meta. Et en gros, on se passe tout ça entre nous. Il y a beaucoup d'optimisme autour de l'intelligence artificielle. Je veux dire, je pense que l'intelligence artificielle sera certainement l'avenir. Je veux dire, ça va certainement être un élément important, mais on a déjà commencé à voir quelques signes d'alerte. Sam Altman a déjà déclaré au gouvernement américain que sans financement suffisant, un plan de sauvetage pourrait être nécessaire. Il demande déjà au gouvernement américain un plan de sauvetage. Il y a un économiste de Harvard, je crois que c'était le mois dernier, il est sorti et a publié en disant sans ces revenus des centres de données, vous savez, en gros, la croissance du produit intérieur brut aurait été presque nulle pour les États-Unis. Donc je pense qu'il y a beaucoup de problèmes sous-jacents, n'est-ce pas? Nous avons cette économie que le président Trump veut faire passer pour prospère, mais en réalité, beaucoup de choses y sont liées. Intelligence artificielle, Sean, comment ça marche vraiment pour le dollar américain? Je pense que c'est un sujet dont tu as beaucoup parlé, c'est l'avenir du dollar américain qui s'affaiblit certainement. Tu vois? 2025 n'a pas été une bonne année pour le dollar américain, et c'est sa performance la plus faible depuis le début des années 70. Parle-nous un peu de ce que tu penses du dollar américain et de ce que cela signifie pour l'avenir. Eh bien, je pense qu'en 2026, et en allant vers 2027, il y a de fortes chances que le dollar américain chute encore plus, n'est-ce pas? Je suppose qu'en 2025, il est passé de 9 à 10, mais la douleur persiste. Le problème avec la situation aux États-Unis, c'est que tous ces emprunts doivent continuer maintenant. Les États-Unis gèrent trop de choses à la fois. Ils veulent d'abord gagner la course à l'intelligence artificielle face à la Chine et au reste du monde. Deuxièmement, ils essaient désespérément de reconstruire leur chaîne d'approvisionnement à partir de zéro maintenant. Scott Besson, le secrétaire au Trésor des États-Unis. Il a dit qu'il allait se lancer dans le projet Warp Speed, ce qui signifie reconstruire toute la chaîne d'approvisionnement des États-Unis. Concernant les terres rares dans les 12 à 24 mois, ce n'est absolument pas faisable. Rappelons que la Chine a mis 10 à 30 ans pour créer ses chaînes d'approvisionnement à partir de rien. Cela s'est produit à une époque où les règles environnementales en Chine étaient bien plus laxistes qu'aujourd'hui, où elles sont désormais strictes. À l'époque, même la Chine disposait d'une certaine marge pour développer ses chaînes d'approvisionnement peu respectueuses de l'environnement. Le problème avec les États-Unis, c'est qu'ils veulent accélérer tout le processus en 4 ou 5 ans. Et la seule façon d'y parvenir, c'est de baisser les taux à court terme, ce qui signifie abaisser les taux d'intérêt. C'est pourquoi on voit toute la Réserve fédérale sortir ses barèmes de taux. Le problème, c'est que transférer tous vos emprunts vers des obligations à court terme revient à injecter du liquide dans le système. Donc en ce moment, nous avons un surplus de dollars qui circule, et il n'y a pas vraiment beaucoup de demandes dans le monde pour absorber ces dollars, n'est-ce pas? N'oublions pas qu'avec la guerre commerciale de Donald Trump et ses droits de douane de 10 à 20%, le commerce avec les États-Unis a chuté. Maintenant, Donald Trump aime dire, il en parle beaucoup, le déficit des États-Unis diminue. À certains égards, c'est vrai. Mais cela signifie aussi que les États-Unis n'envoient pas vraiment beaucoup de dollars dans le monde. Donc beaucoup de dollars circulent simplement à l'intérieur des États-Unis eux-mêmes. Avec le temps, les États-Unis réaliseront qu'ils doivent faire des choix difficiles. Veulent-ils protéger l'intégrité du marché obligataire, vous savez, pour que chaque investisseur qui achète des obligations américaines? Au moins, le dollar ne va pas s'effondrer, n'est-ce pas? Sinon, gagner 3 à 4% par an n'aurait aucun sens. Mais si la devise sous-jacente elle-même chute de 5 à 10. Cependant, s'il devait se lancer là-dedans, il pourrait tout aussi bien perdre. La guerre de la chaîne d'approvisionnement avec la Chine vient de son avance de 10 à 30 ans. Je ne dis pas que les États-Unis vont gagner la guerre de la chaîne d'approvisionnement contre la Chine simplement en y investissant massivement. Mais c'est la seule option qui leur reste pour s'y prendre. C'est donc inquiétant pour le dollar américain, surtout pour les prochaines années. Certainement, pendant le régime de Trump, je ne pense pas que quoi que ce soit va vraiment changer concernant la trajectoire du dollar. Oui, je pense que c'est un bon point. Sean, tu as soulevé un bon point, tu sais. En Chine, on constate que dans l'intelligence artificielle et les microprocesseurs, les deux principaux acteurs sont les États-Unis et la Chine.
Tu sais, plus tôt cette semaine, on a vu une grande nouvelle. Nvidia allait autoriser la vente de puces H200 à la Chine. C'était une décision de Donald Trump. Jensen Huang, président directeur général de Nvidia, devait en être ravi. Il a beaucoup fait campagne pour obtenir ces puces. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons vu la Chine dire presque en même temps, vous savez, nous n'avons pas besoin de ces puces et nous allons en fait interdire ces puces. Nous souhaitons nous concentrer sur la production nationale et renforcer nos chaînes d'approvisionnement. Parlez-nous un peu de cette bataille entre les États-Unis et la Chine en ce qui concerne les microprocesseurs et aussi l'avenir de l'intelligence artificielle et des choses comme ça. Je pense que la Chine examine toute la question des puces H200 et l'approbation soudaine de l'administration Trump pour les vendre à Pékin. Ils le considèrent comme un cheval de Troie. Et c'est effectivement le cas. Les États-Unis devancent la Chine sur les puces avancées. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Certains affirment avoir 2 à 5 ans d'avance, mais la Chine comble rapidement l'écart pour plusieurs raisons. La Chine a les ressources, elle a l'intelligence, elle a l'argent, et son coût d'emprunt est très bas, avec le temps. La Chine rattrapera les États-Unis avec ses propres puces. Et cela n'a vraiment pas d'importance, que cela vienne de Capricorn, de Huawei ou d'une nouvelle start-up qui vient juste d'entrer en bourse. Pour la plupart des menaces, cela importe peu. La Chine souhaite avant tout que ces entreprises utilisent leurs propres puces nationales. Maintenant, ce que Nvidia essaie de faire, et ce que Jensen Huang essaie de faire, c'est d'amener toutes les entreprises chinoises, leurs géants technologiques, à devenir dépendants des puces Nvidia. Une fois que vous utilisez ces puces, vous êtes absorbé dans leur écosystème. Vous accédez à toute l'architecture et bibliothèque, et créer des solutions pour les clients vous rend très vulnérable pour de nombreuses raisons. Que se passerait-il si Trump augmentait un jour les prix des puces Nvidia pour la Chine ? Maintenant, vous êtes piégé. Ou disons qu'il décide simplement de couper complètement l'approvisionnement vers la Chine. Vous êtes doublement piégé. La Chine ne peut pas laisser les États-Unis prendre trop d'avance dans leur écosystème national de puces. C'est pourquoi nous avons vu les régulateurs chinois exigent que tous les nouveaux centres de données soutenus par l'État utilisent pour amener des puces chinoises fabriquées localement. Il y a de fortes chances qu'ils aient aussi un peu l'empreinte du gouvernement dessus, une marque gouvernementale. La Chine cherche à pousser ses entreprises à n'utiliser que des puces nationales. Et si l'on regarde les récentes annonces de la Chine, ils sont sur le point d'injecter 70 milliards de subventions pour les puces dans toute l'économie. Évidemment, une partie de cet argent servira à favoriser leurs propres entreprises de puces, ce qui ne me surprend pas. À l'avenir, la Chine pourrait aider ce géant technologique à subventionner l'achat de ses propres puces. Je crois que nous nous dirigeons vers un monde où le commerce essentiel sera séparé, sera bifurqué entre les États-Unis, l'énergie excepte la Chine et le reste du monde. J'ai déjà dit plusieurs fois qu'il y aura un peu de commerce en marge. Les plastiques, produits chimiques, t-shirts, iPhones, ordinateurs portables, etc. Sérieusement, ce n'est pas vraiment du commerce essentiel. Mais quand il s'agit des choses importantes, qui font vraiment bouger les choses, quand il s'agit de semi-conducteurs, quand il s'agit de solutions d'intelligence artificielle, quand il s'agit de puces d'intelligence artificielle, je pense que les États-Unis et la Chine évolueront chacune dans leur propre écosystème à l'avenir. Oui, je pense que c'est bien dit. Je veux dire, pour beaucoup de nos téléspectateurs, je suis sûr que vous savez que pendant de nombreuses années, la Chine a été un grand consommateur de puces américaines et en fait un excellent client. Mais si on remonte à l'administration Biden, si on remonte à Trump, vous savez, on voit la guerre commerciale, la guerre des tarifs. Je pense que cela en dit long sur la relation entre les États-Unis et la Chine et sur la façon dont elle a évolué au fil du temps. Ces 5 à 6 dernières années, où exactement? Qu'avez-vous dit précisément? Je pense que les deux pays représentent les ressources les plus cruciales et certainement les technologies. Nous voulons nous assurer que nous développons cela en interne et que nous comptons sur nous-mêmes pour cela. À l'avenir, nous allons chercher des domaines de collaboration. Mais tu as tout à fait raison. Je pense qu'il y a une grande division et tu sais, on revient un peu au dollar américain ici. Je trouve l'histoire intéressante. Sean a l'or et tu es un excellent investisseur. Tes vidéos sur ce sujet sont excellentes. Je reste optimiste sur l'or et j'investis activement depuis des années. Tu sais, on voit aussi cela, tu sais, je pense. Il a été rapporté le mois dernier que la Chine a fait une nouvelle découverte d'or. Évidemment, eux, avec la Russie et de nombreuses autres banques centrales dans le monde, ont été des acheteurs très actifs d'or. Tu sais, comment vois-tu le marché de l'or qui, encore une fois, tu sais, en 2025 a beaucoup pris de la valeur? Comment vois-tu cela? Dans cette bataille géopolitique, comment le marché de l'or évolue-t-il actuellement? Je crois que la demande d'or sera assez forte en 2026, 2027 et au-delà. Et beaucoup de cela est lié à ce que la Chine prévoit pour l'avenir maintenant. Au cours des 12 à 15 derniers mois, nous avons assisté à des achats ininterrompus d'or de la part de la Banque centrale chinoise. Beaucoup spéculent désormais sur la quantité achetée. Officiellement, le gouvernement chinois affirme qu'il achète entre 1 et 5 tonnes par mois,
ce qui est modeste. Nous avons aussi vu de nombreux rapports de grandes banques comme Société Générale. Goldman Sachs rapporte que la Chine achète en fait 5 à 10 fois plus. On observe ainsi une forte accumulation d'or mondial vers la Chine. La Chine explore activement son territoire pour trouver plus de gisements d'or. Alors, pourquoi la Chine fait-elle cela maintenant ? Premièrement, nous connaissons tous l'histoire selon laquelle ils se débarrassent des bons du Trésor américain. Ils vendent les obligations américaines et récupèrent beaucoup d'argent et l'investissent dans l'or, ce qui est évidemment une excellente option pour eux. Mais si nous regardons l'évolution de ce qui se passe, la Chine elle-même, elle est en train de soi-disant militariser l'or, ce qu'elle possède, afin de briser les chaînes du système financier occidental. Il y a quelques mois, nous avons appris que la Chine aide le Cambodge à conserver l'or de sa banque centrale. C'est un développement majeur, montrant au monde que suite aux événements des 3 dernières années, notamment la saisie des avoirs russes, votre argent n'est peut-être pas totalement en sécurité dans le système financier occidental. Pourquoi ? Vous pouvez vouloir sortir pour diverses raisons. Ces 20 dernières années, de nombreux exemples similaires ont été observés. Si je ne me trompe, l'or vénézuélien reste bloqué à Londres. Il n'a toujours pas été restitué au pays parce qu'ils estiment, par exemple, que Maduro n'est pas le dirigeant légitime du Venezuela. Donc, tous ces types d'alliances, tous ces types d'accords peuvent toujours évoluer et changer. Donc, ce que la Chine dit au monde, c'est « Hé, il y a une option supplémentaire pour stocker vos réserves d'or. » Voilà la première raison. Ensuite, la deuxième. La Chine cherche à développer toute l'économie financière à Shanghai. Maintenant, au cours des 20 à 30 dernières années, il est indiscutable que la capitale mondiale du capital est les États-Unis. À Wall Street, de nombreux échanges de matières premières et des fonds négociés en bourse permettent d'investir facilement. Comme le GLD, LIUS, tous ces fonds, négociés en bourse où les gens peuvent acheter de l'or sous forme papier. La Chine tente désormais de reproduire cela à Shanghai. Mais ils vont le faire de manière à ce que tout l'or soit physiquement adossé. Donc si vous voulez retirer votre or à tout moment, il n'y a aucun problème. Cependant, il y a tellement de contrats papier en Occident pour une seule once physique que beaucoup de gens disent que c'est suspect. La question est de savoir si vous pouvez récupérer votre propre lingot, si tout le monde fait une ruée vers l'or, pour ainsi dire. Donc en faisant cela, en achetant tout l'or et en le conservant en Chine même. Ce que la Chine essaye de faire, c'est de développer son propre secteur financier, en drainant lentement mais sûrement le capital financier de Wall Street. Ce n'est pas idéal, car chaque dollar allant en Chine est un capital retiré du système financier américain. Et cela peut venir des NOx, cela peut être drainé des obligations. Et cela peut aussi provenir des fonds négociés en bourse O'Hare à New York. Sean, tu as soulevé un bon point sur la saisie des avoirs russes. Et c'est encore quelque chose sur lequel de nombreux pays européens spéculent depuis longtemps. Tu sais, l'idée n'est pas nouvelle, surtout ces dernières années. Avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui continue de s'intensifier, je veux dire, nous entrons maintenant en 2026 et ce conflit, malheureusement, persiste toujours, sans réelle fin en vue. Mais l'une des choses qui a vraiment été remise sur la table ces dernières semaines, c'est cela. Les dirigeants européens veulent saisir les avoirs russes, puis transférer cet argent à l'Ukraine pour financer ses efforts de guerre continue contre la Russie. Parlez-moi un peu de ce que vous pensez de la saisie des avoirs russes et de ce que cela signifie pour l'avenir des marchés financiers. Tout d'abord, nous devons examiner cela sous un angle géopolitique. En ce moment, à son arrivée au pouvoir, Donald Trump a essentiellement abandonné le projet ukrainien, laissant l'Europe seule et souhaitant se retirer. Et si nous regardons le dernier plan de paix que Donald Trump essaie d'imposer à l'Europe, à l'Ukraine, il tente de conclure un accord avec la Russie, offrant de nombreuses concessions aux Russes. De nombreuses terres seront cédées, ce qui signifie que l'Europe y perdra. Regardons maintenant quelques clauses du plan de paix en 28 points. Beaucoup de choses concernent la manière dont les États-Unis vont puiser dans les actifs russes eux-mêmes afin de, vous savez, reconstruire l'Ukraine. Ou pour créer une coentreprise afin d'exploiter les terres rares souterraines. Le problème, c'est que l'Europe réalise qu'elle est écartée et doit donc chercher à maintenir le conflit. Ils veulent continuer à défier la machine de guerre russe jusqu'à ce que Trump quitte ses fonctions. Peut-être en 2029 ou 2030. C'est pourquoi, au cours des dernières 24 heures, il y a eu une réunion d'urgence à Bruxelles sur la manière de saisir les avoirs russes. Oui, ils n'ont toujours pas trouvé de conclusion, car cela détruirait essentiellement tout le système financier de l'Union européenne. Maintenant, le problème avec la tentative de saisie des avoirs russes, c'est que tout le monde financier repose sur quelque chose qu'on appelle la confiance, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un concept nouveau. Il faut 100 ans à construire. Un simple événement, petit ou grand, peut tout détruire.
Contrairement à la Chine et aux États-Unis, l'Europe n'a pas une base financière solide. La Chine peut générer un excédent commercial de près de 12 000 milliards, ce qui lui donne une importante réserve de capitaux. Naturellement, parce que tout le monde veut des importations chinoises, n'est-ce pas? C'est bon marché, c'est déflationniste pour eux maintenant. Pour les États-Unis, que cela vous plaise ou non. Ils ont toujours la monnaie de réserve. Donc à moyen terme, ils peuvent encore emprunter des sommes d'argent illimitées au reste du monde. Mais l'Europe n'a rien. Ses industries sont en ruine. Volkswagen a fermé son usine à Dresde il y a quelques semaines. Vous en avez entendu parler? Tout cela montre donc que l'économie de l'Union européenne elle-même est très instable. Et la seule façon pour eux de prolonger la guerre, la seule façon de s'accrocher, c'est de puiser dans les avoirs russes. Maintenant, le problème avec l'utilisation de ces 280 milliards ou 300 milliards de dollars, c'est qu'ils vont essentiellement saper l'intégrité même de l'Union européenne. À l'avenir, de nombreux pays, notamment les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et ceux du Sud global, refuseront d'acheter des obligations de l'Union européenne, le risque étant jugé trop élevé. Oui, Sean, je pense que cela se produit depuis longtemps. Ces dernières années, ce sont les sanctions américaines. Nous avons imposé des dizaines de milliers de sanctions à la Russie sans réel effet dissuasif. Je veux dire, nous avons vu la Russie continuer à se battre, nous avons clairement vu que c'est un très gros problème. Je pense que vous avez vraiment mis le doigt sur le problème en ce qui concerne l'intégrité et simplement la confiance. Et je pense que c'est pour cela que beaucoup de pays dans le monde veulent certainement s'éloigner du dollar américain. Parce qu'ils ont vu, mon Dieu, vous savez, si nos actifs peuvent être saisis du jour au lendemain, ou si nous ne sommes pas en faveur auprès du gouvernement américain, vous savez, c'est un risque considérable, d'où le fait que nos banques centrales achètent plus d'or. C'est pourquoi des organisations comme les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud continuent vraiment de se développer. Dites-moi un peu ce que vous pensez de l'organisation des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Comment cela s'intègre-t-il dans le système financier mondial et que prévoyez-vous pour l'avenir à ce sujet? Je pense qu'une grande séparation entre les systèmes financiers des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et du G7 commence déjà à apparaître. Le principal problème des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud est l'imprévisibilité de Donald Trump et la guerre commerciale. Maintenant, beaucoup de gens ont ressenti cela. La saisie des avoirs russes, par exemple, ne sera effectuée que dans les pays avec lesquels le G7 est directement hostile, où il menait une guerre par procuration. Mais cela ne semble plus le cas. C'est pourquoi j'ai avancé l'argument à l'époque. Je suppose, au début de l'année, que la guerre commerciale nuit en réalité davantage à la réputation de l'Occident que la saisie des avoirs russes. Actuellement, chacun est une cible potentielle. Cela nourrit la réflexion sur comment les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud peuvent devenir plus indépendants hors du commerce et du système financier occidentaux. Et toutes les routes mènent encore à la Chine, car c'est la plus grande base industrielle. Et parmi tous les pays des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, ils ont aussi la plus grande base financière. C'est pourquoi, durant ces 6 à 12 derniers mois, de nombreuses entreprises et pays empruntent désormais en renminbi la monnaie chinoise. Parce que ça a beaucoup de sens par rapport au dollar américain aussi maintenant. D'abord, le dollar a perdu de la valeur et cela met vraiment beaucoup de pression sur les gens, n'est-ce pas? Alors, disons que vous empruntez 1 million de dollars sur le marché. Vous l'empruntez en dollars américains. Soudainement, un mois ou deux plus tard, il chute de 5. Donc, vous avez environ 950 000 de pouvoir d'achat. Vous n'allez pas être très content, n'est-ce pas? Vous devrez soudainement dépenser de l'argent et prendre des décisions folles plus vite que d'habitude, ce qui pourrait vraiment vous mener dans le fossé. D'un autre côté, la monnaie chinoise s'apprécie en fait, n'est-ce pas, par rapport au dollar. Beaucoup ignorent que face au dollar américain, le renminbi chinois, yuan, est passé de 3 à 6 noms. Emprunter en yuan vous donne plus de pouvoir d'achat avec le temps. Et beaucoup de biens aujourd'hui sont encore achetés en Chine, donc autant emprunter en monnaie chinoise. Donc, avec le temps, on peut voir cette dépendance au marché financier américain, au dollar, diminuer réellement. Donc, les événements qui se sont produits au cours des 3 à 4 dernières années contribuent en fait à faire des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud un bloc commercial plus indépendant. Non seulement ils commercent davantage entre eux, mais il y a aussi moins de dépendance, que ce soit dans les échanges avec l'Europe ou avec les États-Unis. Et je pense qu'une grande partie des sanctions, beaucoup de tarifs douaniers, se sont retournés contre leurs auteurs en temps réel, ici. Absolument, Sean, je voudrais passer à quelques prévisions pour l'avenir. Tu sais, selon toi, quels sont vraiment les plus grands sujets à surveiller en 2026?
Et je pense que tu fais un excellent travail, tu sais, avec ta chaîne YouTube, en parlant vraiment des marchés de l'or et de ces marchés financiers. Et je pense que ça rend vraiment service à beaucoup de nos téléspectateurs qui sont des investisseurs actifs. Alors, tu sais, en regardant vers 2026, quelles sont les choses les plus importantes que tu attends? Et donnons quelques avantages concrets à nos téléspectateurs ici et peut-être quelques étapes qu'ils peuvent suivre. Je sais qu'on reçoit beaucoup de questions ici sur la chaîne YouTube. Tu sais, Cyril Johnson, nous voyons ces découplages, nous voyons la Chine et la Russie et de nombreux pays qui accumulent de l'or. Nous voyons les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud monter et le dollar perdre du pouvoir d'achat. Que faire? J'aimerais avoir ton avis sur la façon dont on peut se préparer à l'avenir en attendant la nouvelle année. Je pense que la plus grande histoire en allant vers 2026, c'est cette dépréciation mondiale ou cette tendance à la dépréciation globale. La tendance va se poursuivre, notamment pour les États-Unis face à la Chine. Maintenant, il faut reconnaître que les États-Unis ne voudront pas que la Chine gagne la course à l'intelligence artificielle. La Chine refuse aussi de perdre la course à l'intelligence artificielle, car les enjeux sont majeurs actuellement. Je pense qu'à l'avenir, dans 5, 10 ou 20 ans, la principale exportation sera les puces d'intelligence artificielle vers le monde entier. Et à cause de cela, nous voyons beaucoup d'actions des banques centrales, aussi bien du côté chinois que du côté américain, pour inonder littéralement l'ensemble des économies d'argent. Maintenant, les États-Unis, comme nous le savons tous, baissent les taux à court terme via la Banque centrale. Nous sommes la réserve fédérale. Je suis désolé. Et Scott Besson emprunte de l'argent sans fin. Il veut assouplir les règles bancaires pour accéder directement aux fonds de Wall Street et financer le gouvernement américain. Donc ça, c'est du côté américain. Et ce n'est pas très bon pour la monnaie en ce moment. En Chine, ils tentent aussi de réduire leurs rendements obligataires, déjà très bas. Comme vous le savez, le taux à 10 ans est autour de 18, mais beaucoup pensent qu'il descendra à 15. La Chine réplique en utilisant les mêmes moyens. La seule différence est que la Chine a plus de marge et peut prolonger la durée du dollar face aux États-Unis. Malgré tout, le monde entier doit injecter de l'argent dans leur bilan. Ils doivent imprimer beaucoup d'argent. Ils doivent aussi beaucoup emprunter. Cela se passe même au Japon. Le Japon vient d'annoncer un plan de relance de 120 milliards. Donc, si on regarde cette tendance, je dirais que l'un des investissements les plus risqués à détenir sur le long terme, ce sont en fait les obligations, et plus précisément les obligations en dollars américains. N'est-ce pas? À l'avenir, il faut comprendre que nous allons vers un monde très inflationniste. La peur de l'inflation que nous avons connue ces 3 ou 4 dernières années sera une promenade de santé comparée à ce qui nous attend. En ce moment, de nombreux actifs ont augmenté de 10, 20 ou 30, peu importe lesquels. Même l'or a gagné 50 à 60%, c'est pourquoi je diversifie mes investissements. Mais une grande partie est dans l'or, n'est-ce pas? Parce que honnêtement, nous ne savons pas comment la situation va évoluer. On ignore si la Chine peut gagner à court terme, perdre à moyen terme, mais gagner à long terme. Et il y a tellement de fluctuations dans l'économie que je crois que les métaux précieux, à mon avis, seront le meilleur et le plus sûr des paris à l'avenir. Eh bien, Sean, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. C'est toujours un réel plaisir de discuter avec vous. J'aime nos discussions car elles sont enrichissantes pour nos spectateurs et pour moi. J'aime apprendre de vous et trouver votre point de vue fascinant depuis l'autre bout du monde. Nous continuerons d'examiner cette question car la relation entre les États-Unis et la Chine est la plus importante au monde. Vous savez, nous voyons certainement les grands sujets comme l'avenir de l'intelligence artificielle. Comme vous l'avez dit, j'aime ce que vous avez dit. Les États-Unis ne veulent pas perdre, mais la Chine non plus. Ils seront sûrement en concurrence dans ce secteur. Ce sera un sujet majeur à l'avenir. Merci Sean d'être ici aujourd'hui et de partager vos connaissances avec tous. Merci Cyril Janssen, ravi d'être ici. C'est génial. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et s'il vous plaît, assurez-vous de regarder mes autres interviews approfondies, y compris mes conversations avec le colonel Douglas MacGregor sur les conflits en Ukraine et au Venezuela. Regardez les deux en cliquant ici. Si vous appréciez cette chaîne, abonnez-vous à ma newsletter sur la géopolitique. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé ci-dessous. Comme toujours, merci pour votre soutien et j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans notre prochaine vidéo.